Bonjour chers étudiants et bienvenue pour une nouvelle vidéo en magnétostatique. Dans cette vidéo, je vais parler de ce que c'est que l'induction mutuelle, ce que c'est que l'auto-induction à travers un exemple que je vais essayer de corriger en détail. Bien, donc qu'est-ce qu'on appelle induction mutuelle? Donc dès qu'on parle d'induction mutuelle, il s'agit de l'induction, coefficient d'induction entre deux circuits. Donc soit par exemple un circuit C1 qui est parcouru par un courant I1, il va créer un champ magnétique partout dans l'espace, donc en particulier dans la région où il existe un circuit C2. Donc ça c'est les lignes de champ B1. Donc ça c'est un autre circuit C2 qui est entouré par un contour gamma 2. On définit le flux envoyé par le circuit C1 à travers le circuit C2 comme étant la double intégrale de B1 scalaire ds2. Donc c'est le circuit C1 qui crée le champ, vous avez le champ B1, je calcule le flux à travers la surface du circuit C2. Donc par définition B1 il est donné par cette expression-là, donc I1 mesure sur 4pi I1 D2L vectoriel U sur R au cube, donc scalaire D2S, tout ça ce sont des intégrales sur des paramètres géométriques, donc en fait tout ça c'est des constantes et donc on trouve à la fin en fait que le flux envoyé par 1 à travers 2, c'est une constante qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle M fois I1. Donc pour calculer le coefficient d'induction mutuelle entre deux circuits, c'est extrêmement simple. Vous calculez le flux envoyé par le circuit C1 à travers le circuit C2. Et si je calcule le flux envoyé par le circuit C1 à travers C2, c'est égal à une constante fois I1. Et cette constante, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'induction mutuelle. Et dans le cours, j'ai montré que on peut aussi calculer le flux envoyé par le circuit 2 à travers le circuit 1. Et c'est toujours le même coefficient, mais cette fois-ci, vous avez I2. Donc là aussi, le circuit C2 est parcouru par un courant, et donc il va créer un champ magnétique partout dans l'espace, en particulier là où se trouve le circuit C1. Et si je calcule le flux du champ créé par ce circuit à travers la surface de ce circuit, je calcule le coefficient d'induction mutuelle entre ces deux circuits-là. Si maintenant il s'agit du même circuit, vous avez un circuit C1 parcouru par un courant I1, il va créer un champ magnétique partout dans l'espace, B1. Qu'est-ce qu'on appelle l'auto-induction? On calcule le flux, ce qu'on appelle le flux 1,1, c'est-à-dire l'intégrale du champ magnétique créé par le circuit C1 et je calcule le flux à travers la surface du même circuit. La surface C1 est cette surface-là entourée par ce contour gamma 1. Et ça, là aussi, on montre que c'est un coefficient fois I1. Et ce coefficient-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction. Donc voilà ce qu'on appelle coefficient d'induction mutuelle. Il s'agit de coefficient, c'est en fait l'équivalent de coefficient de capacité pour les conducteurs. Donc pour calculer le coefficient d'induction mutuelle de deux circuits, on calcule juste le flux envoyé par un à travers l'autre. Et comme vous avez fait 1,2 est égal à phi de 1, essayez toujours de chercher quel est le plus simple. Est-ce que le flux envoyé par 1 à travers 2 ou bien 2 à travers 1? Et lorsqu'il s'agit du même circuit, on appelle ce phénomène auto-induction. Et dans ce cas-là, le coefficient, on l'appelle coefficient d'auto-induction. Bien. Maintenant, voilà l'exercice que j'ai reçu de la part d'un étudiant que je vais essayer de corriger. Il s'agit de calculer le coefficient d'auto-induction, d'induction mutuelle entre un fil infini et une bobine torique. On vous dit calculer en exploitant les symétries le champ magnétique créé par un tore à section carrée. Calculer le champ magnétique créé par un fil infini. Ensuite, on va calculer le flux propre, donc orienter la surface s'appuyant sur les spires, déduire le flux propre à la bobine, en déduire l'induction propre. Donc on va essayer de calculer le coefficient d'auto-induction de la bobine torique. Ensuite, le coefficient d'induction mutuelle entre le fil infini et la bobine torique. Donc voilà l'objectif de cet exercice. Bien. Donc voilà ce qu'on appelle un tore. Donc c'est un solénoïde fermé sur lui-même, sur lequel on enroule un fil.
et vous avez des tores à section circulaire ou bien des tores à section carrée. Donc là, partout, vous avez n spires. Chaque spire est parcouru par un courant I. Donc vous avez partout ici I. Et le nombre de spires, on va le noter grand N. Ça, c'est le nombre de spires de la bobine torique. Première question, on va essayer de déterminer le champ magnétique en un point M quelconque de l'espace. Très bien. Première chose, c'est toujours la symétrie, avant de faire quoi que ce soit. Quelle sera la direction du champ magnétique créé par ce tore en ce point M? Comme je vous ai dit dans le cours, pour déterminer la direction, première chose, essayez de trouver d'abord est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M. Toujours, je répète, le plan de symétrie, il faut qu'il contienne le point M où je veux calculer le champ plus de vecteurs. Est-ce qu'il y a un plan maintenant de symétrie qui passe par le point M et qui est plan de symétrie des tores? Eh bien, vous voyez bien que ce plan-là, qui coupe le tore en deux, est un plan de symétrie. Et ce plan, c'est quoi? C'est le plan formé par MER et EZ. Vous voyez par exemple, le courant ici, sens symétrique. Pardon, sens symétrique, c'est ça, c'est l'autre sens. Je suis désolé, c'est voilà sens symétrique. Parce que le courant ici, il circule dans ce sens. Vous voyez bien, dans l'autre côté, il circule dans ce sens. Parce que ce vecteur, par rapport à ce plan-là, voilà sens symétrique. Donc, tout plan qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie. Mais pour le point M, vous avez un seul plan, c'est le plan M, formé par le vecteur M, ER, EZ. Ce plan-là, il coupe le tore en deux parties complètement symétriques. Donc, c'est un plan de symétrie. Donc, ça, c'est un plan de symétrie. Ceux qui ont encore des problèmes avec les plans de symétrie, j'ai fait une vidéo spéciale sur la symétrie. Vous pouvez la regarder, bien sûr, dans la playlist qui est réservée aux outils mathématiques ou à l'électrostatique. Bien, donc là, c'est un plan de symétrie. Donc, ça suffit. Si je sais que MER, EZ est un plan de symétrie, donc je peux déduire tout de suite que B va être B, suivant quoi? Le vecteur qui est perpendiculaire à ER et à EZ, c'est Eθ. Je répète, toujours, c'est algébrique. Je sais que B est suivant Eθ, mais je ne sais pas est-ce qu'il est suivant plus Eθ et moins Eθ. C'est le calcul qui va me donner la réponse. Maintenant, les invariances. Il y a deux points très importants. Il y a la symétrie et il y a les invariances. Les invariances. Quel type d'invariance on a dans ce cas-là? Donc, là, on va travailler en coordonnées cylindriques. Donc, dans le cas général, B va dépendre de trois variables. Va dépendre de R, de θ et de Z. R, c'est la distance entre l'axe et le point M. Est-ce que si je change R, j'ai une symétrie, le système reste invariant? Vous voyez bien que ce n'est pas du tout vrai. D'accord? Quand je me déplace sur cet axe-là, là je suis très proche, là je suis à l'intérieur du tore, là je suis ici, donc je n'observe pas le même système si je fais varier R. Donc R doit rester. Maintenant θ, si je tourne autour du tore, vous êtes là, vous gardez R constante et vous tournez. Quelqu'un qui est là, ou bien qui est là par exemple, est-ce qu'il observe le même tore? Bien sûr, vous observez toujours le même tore. Donc si vous faites une rotation autour d'un tore, vous allez observer le même système. Donc vous avez invariance par changement de θ, et donc le champ magnétique ne doit pas dépendre de θ. Est-ce que vous avez invariance par déplacement suivant l'axe Z? Donc si vous vous déplacez suivant cet axe-là, est-ce que vous êtes là ou bien là? C'est pas la même chose. Là, vous observez un tore, là, vous observez rien. Donc, vous n'avez pas invariance. Donc, dans le cas général, il y a uniquement invariance par variation. Donc, B va être B qui dépendra éventuellement de R et de Z. Voilà tout ce que je peux dire pour les invariances. Donc, invariance pour symétrie et symétrie me donne B. Il dépend de R et de Z et les suivants en θ. Passons maintenant au calcul. Eh bien, pour faire le calcul, on va faire appel, bien sûr, à la fameuse théorème d'Ampère.
puisque B est suivant au θ, c'est même pas la peine de réfléchir. Le contour d'intégration, là, je vous rappelle, théorème d'Ampère, c'est la circulation suivant un contour fermé, une ligne fermée, qui est en général un cercle ou un rectangle. Si vous avez les lignes de champ sont des cercles, comme dans ce cas-là, tout de suite, faites pas réfléchir, le contour gamma, ça sera un cercle. Donc voilà mon contour gamma, ça sera un cercle de rayon petit r. Voilà, de rayon petit r, voilà, il est là, cercle de rayon petit r que je vais orienter, suivant au θ. Donc l'orientation, elle est arbitraire, c'est à vous de choisir l'orientation que vous voulez. Maintenant, on va calculer la circulation. Donc la circulation, vous le calculez une seule fois, indépendamment que le point soit à l'intérieur du tore, ici ou là. Peu importe, la circulation, elle est la même. Donc voilà les étapes de la circulation. D'abord, vous remplacez B par B suivant ER, produit scalaire. C'est quoi un élément de longueur d'un cercle? C'est D de L suivant θ. Parce que R est constant. Donc, seul élément de longueur ici, un élément de longueur ici, c'est D de L suivant θ. Donc la circulation, ça va vous donner l'intégrale de B, de R et de Z fois D de L. Bien. Vous voyez bien que le cercle là a Z constant. Là, on va travailler à Z constant. À Z égale une constante. Le cercle, on va le placer à une hauteur bien déterminée. Donc votre cercle là, vous voyez, je le place ici, là ou là. Là où je le place, Z égale à une constante. Ça, c'est très important. Voilà. Z égale à une constante et de rayon R. Donc, si Z égale à une constante, l'intégrale, ou bien cette circulation, ou bien la circulation, je l'appelle C. Donc, C va être égal à l'intégrale de B de R, Z, D de L. Maintenant, sur un cercle, sur le cercle, comment est le rayon? Le rayon, c'est une constante. Si vous intégrez sur un cercle, tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Donc R, c'est une constante. J'ai placé mon cercle à une hauteur Z bien est égale à une constante. Donc tout ça, c'est une constante. Donc cette circulation va me donner B de R et de Z, l'intégrale sur 0 pour dire intégrale sur une courbe fermée D de L. Et puis l'intégrale D de L, bien sûr, c'est le périmètre d'un cercle de rayon R, c'est 2πr. Donc 2π, ou bien vous remplacez D de L par R D de θ, comme vous voulez, fois B. Donc voilà la circulation, une fois pour toutes, vous le calculez, elle ne dépend pas du point où vous calculez la circulation, là, ici ou là, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire dans cette région, ici ou là, la circulation, elle est la même. Très bien. Qu'est-ce qui va changer? C'est la somme du courant qui circule à l'intérieur de ce contour gamma. Bon. Pardon. Maintenant, pour la somme du courant, on va distinguer trois cas. Petit r inférieur au rayon grand R. Je vous rappelle, grand R, c'est la distance entre là et là. Donc là, j'ai mon contour qui se trouve à l'intérieur du tore. Est-ce qu'il y a un courant qui circule à l'intérieur de ce cercle? Bien sûr, il n'y a pas de courant. Donc, vous avez 0. Donc, vous avez B fois 2πr égale à 0. Donc, le champ magnétique ici est égal à 0. Bien. Donc là, le premier cas, on a choisi le cercle ici. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de courant qui circule à l'intérieur de ce cercle. Maintenant, je vais choisir le cercle qui passe au milieu du tore. Donc, voilà, je l'oriente dans ce sens. Combien de courants traverse le cercle? Donc, vous voyez bien que vous avez ce courant, celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là, celui-là, partout. Donc, combien j'ai de spires? N spires. Donc, celui-là, il traverse contour gamma. Bien sûr, celui-là, il est à l'extérieur de gamma. Donc, il y a uniquement celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc, la somme, deuxième cas, petit r est compris entre grand R moins A et grand R plus A. La sommation du courant, enlacé par ce contour gamma, c'est N fois I. Donc, vous avez B fois 2πr égale à mu0 NI. Donc, B égale à mu0 NI sur 2π fois R. Donc, voilà,
je l'encadre, mon champ magnétique pour le deuxième cas. Maintenant, pour le troisième cas, petit r supérieur à grand R plus A, je suis à l'extérieur, je prends ce contour-là, voilà, et celui-là, attendez, voilà mon cercle maintenant de rayon R, il se trouve à l'extérieur du tore, il tourne à l'extérieur du tore. Combien de courants traverse ce contour gamma? Donc vous voyez bien que celui-là, ce courant, il circule à l'intérieur de gamma, I, mais vous avez aussi celui-là. Donc le même courant, il sort et il rentre. Partout, pour chaque spire, celui-là il sort, celui-là il rentre. Donc en fait, la sommation du courant, c'est NI qui circule dans le sens positif, moins NI qui circule dans le sens négatif. Et donc la sommation du courant égale à 0. Donc je vous rappelle que si vous avez un contour gamma, vous l'orientez dans ce sens, les courants qui circulent dans ce sens-là seront comptés positivement, les courants qui circulent dans le sens inverse seront comptés négativement. Donc dans ce cas aussi, vous avez B égale à 0. Donc la seule région où le champ magnétique est non nul, c'est à l'intérieur du tore. Très bien. Maintenant, on va déterminer le coefficient d'auto-induction du tore. Bien. Donc là, pour déterminer l'auto-induction, on va essayer de déterminer le flux envoyé par le champ magnétique créé par le tore à travers une seule spire. Voilà, j'ai ici mis une spire carrée de côté 2A. Donc là, vous avez R-A jusqu'à R plus A. Donc première chose, on va orienter la spire. Donc on va l'orienter dans le sens que B et D de S, ils ont le même sens. Donc bien sûr, vous pouvez choisir l'orientation que vous voulez, mais le résultat va dépendre, bien sûr, le signe de l'orientation du vecteur D de S dépend de l'orientation. Donc si j'oriente le courant, si le courant circule dans ce sens-là, voilà le vecteur D de S et les suivants Eθ. Donc D de S est égal à D de S suivant Eθ. Deuxième point, faites très attention, l'erreur classique que vous faites, c'est ça, vous écrivez est égal à l'intégrale B fois S. Donc là, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le champ magnétique dans ce cas-là n'est pas constant. Le champ, on vient de montrer que B égale mu0 I, N fois mu0 I sur 2πr. Donc il dépend de R. Or ici, si je calcule le flux à travers d'une spire, vous voyez R, il varie entre R moins A jusqu'à R plus A. Donc il faut prendre un élément de surface et intégrer. Donc B est les suivants Eθ. D de S est les suivants Eθ, je peux enlever les vecteurs, et donc je remplace B par sa valeur, mu0 NI sur 2πr. C'est quoi un élément de surface ici? C'est D de R fois D de Z. Donc c'est D de R fois D de Z. Voilà. Donc Z varie entre quoi et quoi? Entre moins A sur 2 jusqu'à A sur 2. Donc je vais sortir tout ce qui est constant, mu0 NI sur 2π. L'intégrale D de Z entre moins A sur 2 et A sur 2, ça vous donne cette longueur-là qui est petit a. Et qu'est-ce qu'il me reste? L'intégrale de R moins A jusqu'à grand R plus A, D de R sur R. Et là, l'intégrale D de R sur R, c'est le log de R. Donc, mu0 NI petit a sur 2 fois pi, L, le logarithme, entre R plus A, R moins A, donc log de R plus A sur R moins A. Log de A moins B, c'est log de A sur B. Donc ça, c'est égal à L fois I. Donc tout de suite, le coefficient d'auto-induction, il suffit de calculer le flux. Bon, ça c'est le flux d'abord à travers une seule spire. Donc le flux total, c'est N fois phi. Donc il faut multiplier ici par N, donc ce sera N au carré. Et ça, c'est égal à L fois I. Donc, le coefficient d'auto-induction, ça sera mu0 N au carré fois I fois A sur... Pardon, il n'y a pas de I parce que c'est L fois I. N au carré fois A sur 2π. Donc, le coefficient d'auto-induction ne dépend que des paramètres géométriques. Grand R plus A sur grand R moins A. Donc, voilà le coefficient d'auto-induction du tore. Donc la méthode générale, c'est très simple. Vous calculez le champ créé par le circuit. Ensuite, vous calculez le flux envoyé par le circuit à travers toute sa surface.
Donc là, on calcule le flux envoyé à travers juste une seule spire. Ensuite, on va multiplier par le nombre total de spires qui est n fois phi. Et ça vous donne, vous voyez toujours, c'est un paramètre qui ne dépend que des paramètres géométriques, comme la capacité d'un condensateur. Nombre de spires, le rayon de spire carré, c'est tout. Bien. Maintenant, on veut déterminer le champ magnétique créé par un fil infini. Ensuite, on va calculer le coefficient d'induction mutuelle entre le fil infini et le tore. Bon, le fil infini, je pense que tout le monde le connaît par cœur maintenant. Je veux déterminer le champ en un point M quelconque de l'espace. La symétrie, ça, je l'ai étudié en détail dans une vidéo. Symétrie, vous avez même chose que tout à l'heure, M, ER, EZ, plan de symétrie. Plan de symétrie. Donc B est suivant au θ. Voilà le plan de symétrie, c'est celui-là. Si je veux calculer le champ en ce point, donc vous avez ce vecteur, ce plan-là défini par ER et EZ. Et EZ, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que l'image d'un point, c'est lui-même, donc le courant, en le point et en sens symétrique, ils ont le même sens. Les invariances pour un fil infini, vous avez invariance par translation. Cette fois-ci, je me déplace suivant l'axe Z, j'observe toujours le même fil infini. Donc vous avez invariance par translation. Vous avez invariance par rotation. Si je suis là, là ou là, j'observe toujours le même fil. Donc vous avez invariance par translation et par rotation. Donc B ne dépendra que de R et les suivants Eθ. Toujours c'est B suivant Eθ, il n'y a pas de miracle, le contour gamma c'est un cercle, je l'oriente dans ce sens, et la circulation de B ça vaut dans 2π fois R. Combien de courants circulent à l'intérieur de ce cercle? Il y a un seul, c'est le courant I. Donc vous avez B égale à μ0 I sur 2πr. Donc ça je pense, tout le monde le connaît par cœur. Maintenant on va essayer de déterminer le coefficient d'induction mutuelle entre le fil infini et le tore. Bien. Maintenant, je cherche le coefficient d'induction mutuelle entre ce fil infini et ce tore. Maintenant, qu'est-ce qui est facile à calculer? Donc, d'abord, le fil n'a pas de surface, donc c'est très difficile de parler de flux envoyé par le tore à travers le fil. Donc, il est plus facile de calculer le flux envoyé par le fil à travers le tore. Donc, je vais d'abord calculer, comme tout à l'heure, le flux envoyé par le fil à travers une seule spire. Voilà cette spire-là. Et on va calculer le flux envoyé par ce fil infini à travers une seule spire. Donc le champ magnétique ici, il est suivant Eθ. Donc je vais calculer le flux envoyé par le fil à travers le tore, à travers une seule spire. Donc c'est l'intégrale de B1, champ créé par le fil, fois D de S2, élément de surface de la spire. Donc comme tout à l'heure, bien sûr, D de S2 va être la même, c'est toujours D de R, D de Z suivant Eθ. Et bien sûr, B1, c'est égal à μ0I sur 2πr suivant Eθ. Donc le courant qui circule dans le tore, on va le noter petit i. Le courant qui circule dans le fil infini, je vais le noter grand I, pour ne pas avoir de confusion. Donc le flux envoyé par le fil infini à travers une seule spire carrée, ça sera l'intégrale, je remplace B1 par sa valeur, μ0 grand I sur 2πr, champ magnétique créé par le fil, à travers un élément de surface de la spire carrée. C'est D de R, D de Z. Bon, je note cet axe-là R, et l'axe, bien sûr, c'est Z. Bon, là, vous le calculez comme tout à l'heure, ce sera μ0I sur 2π, l'intégrale D de Z, ça va vous donner petit a, et l'intégrale D de R sur R, entre grand R moins A et grand R plus A. J'intègre bien sûr sur toute la surface de la spire, donc entre là et là. Et ceci va vous donner φ1,2 est égal μ0 I fois A, μ0 I fois A sur 2π ln de R plus A sur grand R moins A. Maintenant, on va déterminer le flux total. Ça, c'est le flux à travers une seule spire. Le flux total, c'est N fois phi. N, c'est le nombre de spires de la bobine torique. Et donc, ça va vous donner μ0 grand N fois A sur 2π ln de R plus A
sur R moins A fois grand I. Donc ça c'est égal à M fois I. Donc tout ça, le coefficient, c'est le coefficient d'induction mutuelle. Et donc on va déduire que le coefficient d'induction mutuelle, on va l'écrire en noir, grand M, c'est ce terme, il suffit d'enlever l'élément de courant. Donc ça sera mu0 grand N. Là vous voyez aussi, il ne dépend que des paramètres géométriques, comme la capacité d'un condensateur. Donc grand R plus A sur grand R moins A. Donc voilà comment on détermine les coefficients d'induction et d'auto-induction d'un circuit ou bien de deux circuits. Bien sûr, il vous reste une dernière question, c'est calculer la force qui s'exerce sur le tore. Bon là, je l'ai déjà traité dans une vidéo précédente. La force, c'est la force de la place. Il suffit d'utiliser D de F est égal à I. Donc I, c'est l'élément de courant du tore, un élément de longueur, D de L vectoriel B. B, c'est le champ créé par le fil infini. Juste faire attention que le champ magnétique ici, donc allez, je vais vous montrer comment faire pour une seule spire carrée. Une seule spire carrée, le courant est circulé dans ce sens. Pardon, voilà. Donc toujours un élément de longueur I, D de L. B, lui, il est suivant Eθ. Suivant Eθ, suivant Eθ, suivant Eθ. Donc faites D de L vectoriel B, ça va vous donner une force dans ce sens-là, une force dans ce sens-là, une force dans ce sens-là, et une force dans ce sens-là. Vous voyez bien que celle-là plus celle-là, ça va vous donner 0, parce que vous avez le même champ magnétique. Par contre, celle-là et celle-là, ça ne va pas donner 0, parce que ici, vous avez le champ magnétique B à la distance grand R, alors que ici, vous avez un champ magnétique B à la distance grand R plus 2A. Et vous aurez facilement la force totale. Donc voilà, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment calculer le coefficient d'auto-induction et d'induction mutuelle entre deux circuits. Donc là, vous pouvez faire plusieurs d'autres exemples. Mais là, toujours, il y a certains cas où c'est plus facile de calculer le flux envoyé à travers un circuit 1 à travers le circuit 2. Bon, je vous donne un exemple tout de suite. Allez-y. C'était pas prévu, mais il m'est revenu à l'esprit maintenant. Imaginez un solénoïde. Voilà, un solénoïde. Voilà. Tout le monde sait comment calculer le champ magnétique créé par un solénoïde. De n spires, vous savez que B égale à mu0 petit n, nombre de spires par unité de longueur, I suivant EZ. Imaginez, vous avez ici à l'intérieur une seule spire. Je prends une seule spire. Allez-y, je prends une seule spire. Une seule, voilà, parcourue par un courant I. Voilà, un courant I. Voilà le circuit C1, voilà le circuit C2. Quel est le coefficient d'induction mutuelle entre ces deux circuits? Vous savez que si vous avez une seule spire, les lignes de champ sont très compliquées. Sur l'axe, ils sont comme ça, mais au-delà de l'axe, ils sont comme ça. Donc, si je veux calculer le flux envoyé par le champ magnétique créé par ce circuit-là à travers toutes les spires de la bobine plate, ça va être quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que le vecteur B et D de S va avoir à chaque fois des angles très différents. Donc, c'est très compliqué de calculer le flux envoyé par le circuit C2 à travers le circuit C1. Par contre, c'est très facile de calculer le flux envoyé par C1 à travers 2. Ce sera l'intégrale de ce champ magnétique-là, mu0 NI suivant EZ, scalaire D de S, qui est D de S suivant EZ. Si vous orientez la spire dans ce cas-là, vous voyez bien que le vecteur D de S, il est comme ça. Voilà le vecteur D de S. Et comme ce champ magnétique est constant, ça va vous donner tout de suite mu0 N fois I fois la surface de la spire, de la petite spire qui est pi à carré. Et donc le coefficient d'induction mutuelle entre la bobine plate et la spire circulaire, ça sera tout simplement mu0 petit n ici, mu0 petit n I fois pi fois a carré. Voilà l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on vous donne par exemple
cet exemple et on vous dit de calculer le coefficient d'induction mutuelle entre la spire circulaire et la solenoïde, il faut jamais, vous ne pouvez pas trouver, c'est très très difficile de calculer le flux envoyé par la spire à travers le solénoïde. Par contre, c'est plus facile de calculer le flux envoyé par le solénoïde à travers la spire, mais comme ils ont le même coefficient d'induction mutuelle, donc il faut choisir la méthode qui vous donne la réponse la plus facile. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne, je rappelle. Vous avez tous les cours sur l'électrostatique, la magnétostatique et l'électromagnétisme, cours, tête décorrigée et des devoirs aussi. Vous avez également une playlist sur les rappels mathématiques, tout ce qui est gradient, divergence, laplacien et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques. Bonne chance, bonne continuation et à très bientôt.